Vision globale de l'univers matériel, sciences et technologies en vue de se préparer à l'examen. Alors, vous allez avoir 10 questions à choix de réponse, 3 à développement. Donc, c'est l'univers le plus important pour l'examen qui s'en vient. Alors, la vision globale. Alors, j'ai le guide ici. Vous avez les concentrations des solutions aqueuses. Donc, vous avez les grammes par litre vus en troisième secondaire, le pourcentage, le ppm. Il faut être en mesure de transformer soit les grammes en ppm, soit les pourcentages en ppm ou les ppm en pourcentage. On peut avoir à classer des concentrations, on peut avoir à comparer des concentrations. Pour les ppm, même chose pour les pourcentages. On n'oublie pas que pour les pourcentages, ça veut dire que le dénominateur, si nous parlons par exemple d'une solution M sur V qui a 5 alors ça veut dire 5 grammes. M pour la masse, V, ça veut dire millilitres. Donc, ça, c'est pour les pourcentages. En fait, les ppm, si on parle de 5 ppm, ça veut dire, c'est la même chose que les pourcentages, mais c'est sur 1 million. Alors, ça veut dire que si nous avons 5 ppm, ça veut dire 5 grammes, par exemple, pour 1 million, cette fois-ci, de millilitres. Ce qu'il faut faire attention, deux choses. On peut aller avec le truc que le ministère accepte. Donc, ça veut dire que si vous avez déjà une valeur que vous êtes capable de transformer en milligrammes par litre, le ministère accepte la correspondance. Je vais vous montrer un exemple. Si nous avons une concentration qui est égale à 0,004 grammes sur 1 litre, c'est la même chose que 0,004 grammes sur 1000 millilitres. On pourrait vous donner ça de cette manière. Alors, que dit le ministère? Il accepte la chose suivante. Ta concentration, tu peux transformer tes grammes en milligrammes. Alors, il faut faire fois 1000. Alors, fois 1000, ça nous donne donc 4 milligrammes. J'ai fait simplement une transformation de l'unité du numérateur. Donc, le dénominateur est encore 1 litre ou bien 1000 millilitres. Alors, à ce moment-là, la correspondance est directe. Vous pouvez dire que c'est 4 ppm. Alors, si vous avez une concentration quelconque, vous pouvez vous ramener à des milligrammes sur 1 litre ou des milligrammes sur 1000 millilitres et vous pouvez faire la correspondance directe. Maintenant, attention, la concentration n'est pas toujours donnée, c'est pas toujours avec des solutions aqueuses. Si nous avions, par exemple, une concentration en pourcentage qui est 5 mais au lieu d'être M sur V, MM. Alors, ce qui correspond à ce moment-là, pardon, ce sont des unités correspondantes. Ça veut dire 5 grammes sur 100 grammes. En fait, autant pour les pourcentages que pour les ppm, lorsqu'on fait notre règle de 3, pour transformer soit les ppm en pourcentage ou les pourcentages ou les grammes par litre en ppm, peu importe, il faut toujours considérer les unités correspondantes. Un truc, vous regardez votre feuille de formule qui vient du ministère. Le ministère vous donne la masse volumique de l'eau. Il vous la donne de façon avec 3 sortes d'unités. Il vous la donne 1 gramme pour 1 millilitre, donc 1 gramme par millilitre. Il vous la donne 1 kilogramme par litre et il vous la donne 1000 kilogrammes par mètre cube. Alors, si vous avez ces unités ou même toute autre unité, un exemple, j'ai, supposons, une concentration que nous voulons, je vais reprendre celle-ci, 0,004 grammes par litre. Et nous la voulons en ppm. Donc, tantôt, je vous ai montré le truc là, de ramener 100 mg pour 1 litre, mais supposons qu'on ne connaît pas le truc. Alors, ce qui est important, focussez sur les unités. Regardez, allez vous inspirer de la masse volumique de l'eau parce que ce sont des solutions aqueuses principalement. Alors, vous avez des grammes. Les grammes, pour faire notre règle de 3 et ramener ça pour 1 million, il ne faut pas prendre la correspondance suivante qui est 0,004 grammes pour 1 litre. Les unités correspondantes, qu'est-ce qui nous inspire les unités correspondantes? Ce sont les unités de la masse volumique. Alors, il faut faire correspondre des grammes à des millilitres. Et là, vous pouvez, donc des grammes à l'unité millilitre. Alors, 0,04 grammes pour 1 litre. C'est la même chose que 0,04 grammes pour 1000 millilitres. Si vous avez des problèmes dans la transformation des unités, réglez ça avant l'examen. Alors là, vous pouvez vous ramener sur 1 million.
En fait, c'est comme une note d'examen. Hein? Souvent, lorsqu'on reçoit une note d'examen, on aime bien la transformer sur 100. Alors ici, c'est comme une note, mais qu'on ramène sur 1 million. Mais en prenant soin d'avoir les unités correspondantes. Et les unités correspondantes, qu'est-ce qui nous inspire? Les unités correspondantes, eh bien, c'est simplement les unités de la masse volumique. Alors, vous allez pouvoir trouver par la règle de 3, donc vous allez pouvoir faire 1 million fois 0,004 grammes divisé par 1000 millilitres. Ça va vous donner un 4, donc 4 ppm. Alors, c'est simplement cela. Maintenant, si je prends une valeur ici qui m'a été donnée de cette façon-là, par exemple 0, on va dire 0, on va dire ça comme ça. Donc, supposons que j'ai cette valeur qui est en kilogrammes. Je pourrais prendre, non, je vais prendre un exemple plus simple. Donc, supposons que j'ai une concentration qui est donnée cette fois-ci avec des kilogrammes. Supposons que j'ai une concentration de 4 kilogrammes, mais cette fois-ci, elle est pour, on va dire, 2000 millilitres. Alors, encore là, si nous voulons la concentration en ppm, on ne peut pas aller faire la correspondance, la règle de 3 tout de suite, parce que si vous regardez les unités correspondantes, c'est le kilogramme qui correspond à des litres ou le litre qui correspond à kilogramme. J'ai déjà le numérateur qui est en kilogrammes. Alors, ce que je pourrais faire, ça, c'est la même chose que 4 kilogrammes, hein, 4 kilogrammes sur des millilitres. En litres, on divise par 1000, donc 2 litres. Bon, j'ai pas encore donc j'ai ma correspondance. Ici, ce que j'ai, en fait, j'ai vraiment l'unité du litre. À ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? C'est de transformer. Donc, j'ai des unités correspondantes. Je peux trouver mes ppm. Quelqu'un qui voudrait transformer en kilogrammes pour un litre peut le faire aussi. Donc, si on veut avoir des kilogrammes pour un litre, alors on divise 4 divisé par 2, ce qui nous donne en fait 2 kilogrammes par litre. Donc, on s'est ramené vraiment, on a des kilogrammes. Je n'ai pas besoin de faire cette étape-là. Je peux tout de suite faire ma règle de 3 et trouver pour 1 million la quantité que ça va me donner. Alors ici, je peux l'effectuer, donc 2 kilogrammes. Je ne ferai pas le calcul, mais c'est juste pour vous montrer le principe des unités. Donc, pour 1 litre, donc pour 1 million de litres. Alors, voyez-vous, il faut juste respecter les concentrations correspondantes. J'aurais pu garder 4 grammes pour 2 litres, donc pour 1 million de litres. On arriverait à la même réponse. Alors, ça nous donnerait la concentration en ppm. Si nous avons des masses, alors, une concentration, par exemple, qui est équivalente à 0,004 grammes pour 10 grammes. Même chose, les unités sont correspondantes. Alors, on peut faire tout de suite notre règle de 3 et nous ramener sur 1 million. Par contre, si nous avions 0,004 grammes sur 1 kilogramme, il faut à ce moment-là avoir les grammes qui correspondent à transformer soit nos grammes en kilogrammes ou nos kilogrammes en grammes. Et par la suite, faire notre règle de 3 pour amener ça sur 1 million. En espérant que vous avez compris le principe, vous pouvez aller voir le cours en ligne dans l'onglet sur le site internet patiosciences.com, l'onglet STSTE. Vous allez voir univers matériel. J'explique de long en large les ppm. Il y a aussi la masse volumique de l'eau qui est donnée. Je vais terminer avec ça. Là. Je veux quand même faire juste des capsules qui ne durent pas 3 heures. Et je cible vraiment, en passant, là, vraiment les concepts qui nous ont été prescrits en vue de l'examen. Alors ici, vous avez la masse volumique de l'eau qui est aussi de 1000 kilogrammes par mètre cube. Voyez-vous, c'est encore des unités qui sont correspondantes. Alors ça ici, je vais faire un exemple rapidement. Si nous avons 150 comme concentration grammes par 55 mètres cubes, qu'est-ce que ça nous dit les unités? Ça nous dit qu'un mètre cube, ça correspond à 1000 kilogrammes. Les unités de la masse volumique de l'eau nous inspirent. À ce moment-là, ce que je vais faire, donc, ça veut dire que je peux, pour mes unités correspondantes, ce que je vais faire, bon, je viens de mentionner que 1 mètre cube correspond à 1000 kg. J'ai 55 mètres cubes. Donc, voyez-vous que ça ici, c'est la même concentration que celle-ci. 55 fois 1000. Pourquoi?
Parce que ça me dit que 1 mètre cube vaut 1000 kg. Oups, pardon, j'ai oublié d'écrire plutôt l'unité. Je voulais vous écrire l'unité du kilogramme. Donc, kilogramme, voyez-vous? Donc, l'unité ici, je peux tout simplement avoir mes masses. Alors, j'ai mètre cube. 1 mètre cube, c'est 1000 kg. J'en ai 55. Donc, 55 fois 1000. Et par la suite, si je veux trouver des ppm, alors ça, c'est la forme la plus difficile, soit que je transforme mon numérateur en kilogrammes ou mon dénominateur en grammes. Alors, c'est comme vous voulez. Si on transforme le numérateur en kilogrammes, 0,150 kg, je peux faire à ce moment-là ma règle de 3 et me ramener à 1 million de kilogrammes. Donc, il faut respecter les unités simplement pour trouver les ppm. Les ppm, finalement, c'est très simple. Et ça s'applique aussi la même chose pour les pourcentages aussi. Alors, vous avez 2,7 parties par million. Maintenant, allons dans un autre concept. J'ai fait le tour, le ministère, j'avais comme annotation que les concentrations ne sont pas juste exprimées avec des unités de volume comme le millilitre, le litre, mais aussi des unités de masse. Donc, c'est ce que j'avais comme petite information. Maintenant, l'autre concept, l'échelle de pH. Alors, on se rappelle de notre échelle de pH, on s'en souvient, c'est une échelle qui va de 0 à 14. Il faut se souvenir de ça. Et la neutralité, c'est le 7. Vous avez vers la droite des solutions qui sont basiques ou alcalines, c'est synonyme. Alcaline. Et de l'autre côté, nous avons les solutions qui sont acides. Attention, j'ai mis la flèche. Plus nous allons vers un petit pH, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez le 8, le 9 jusqu'à 14. Plus le pH est petit, plus l'acide est fort. Donc, vous avez un acide qui est fort ici. Plus la base, son pH est grand, plus la base, elle est forte ici. Donc, nous allons avoir une base forte. Ce que j'ai comme annotation, c'est qu'on pourrait vous demander de classer des solutions acides, soit par ordre croissant ou décroissant d'acidité. Même chose pour les solutions qui sont basiques. Vous avez aussi, nous avons travaillé avec les indicateurs. Donc, on peut trouver le pH d'une solution par comparaison de couleur. Rappelez-vous avec, par exemple, le papier de tournesol, lorsqu'on l'introduisait dans une solution qui était acide, il devenait rose, beige en fait. Donc, ça peut être avec une charte de couleur que nous avons à trouver le pH d'une solution. Et n'oubliez pas que si nous avons un pH sur l'échelle de pH, une solution, supposons qu'il y a un pH de 1 et une solution qui a un pH de 3. On n'oublie pas que c'est une relation logarithmique, c'est-à-dire que la solution qui a un pH de 1, oui, elle est plus acide, mais pas 2 fois plus acide. Ce sont des petits tours de mouton de 10. Alors, nous en avons 2, donc 10 fois 10. Alors, la solution de pH 1 est 100 fois plus acide que la solution de pH 3, par exemple. Même chose pour les bases. Si vous avez une base de pH 8 comparée à une base de pH 11, alors combien de petits sauts séparent ces 3 pH? Nous avons 9, 10, 11, 3 petits sauts de 10. Alors, si on compare cette fois-ci, on pourrait comparer, peu importe, là, la solution de pH 8, nous allons dire qu'elle est 1000 fois moins alcaline ou basique que celle qui a un pH de 11. OK. Le pH peut être lié aussi. On peut avoir à déterminer si une solution est acide, basique ou neutre à partir de la formule moléculaire du composé. Et ça, nous allons revenir tantôt. Alors, c'est intimement lié. Le pH peut être lié avec cela. On peut en parler quelques instants. On sait qu'un acide, par exemple, sa forme générale, c'est l'hydrogène avec soit un ion, pas un ion, pardon, mais un élément non métallique ou un groupe d'atomes, les radicaux. La base, on se souvient qu'elle avait soit un métal ou NH4,
suivi du radical hydroxyde. Alors ça, c'était notre acide. Allez voir, vous avez une recette très bien faite dans vos notes de cours. Donc ça, c'est une base. Les solutions neutres, on a travaillé principalement avec les sels neutres. Donc, nous avions soit un métal ou NH4 qui était suivi d'un non-métal ou bien d'un groupe d'atomes. Donc, c'est ce que nous avions pour les sels, par exemple, du NaCl, du carbonate, supposons, de magnésium, etc. Donc, c'est un sel. Ensuite, c'est très important. Là, je regarde les annotations du ministère là, pendant que je vous fais cette capsule-là, qui va être un petit peu plus longue parce que quand même l'univers matériel il est évalué sur plusieurs questions. OK. La petite note, on dit qu'un acide fort ne peut être considéré comme une base faible. Alors, si jamais on vous demande de faire une comparaison entre les acides, on va rester avec des pH seulement du côté acide. C'est ça que ça veut dire tout simplement. Donc, si vous avez à comparer, par exemple, si vous avez à dire qu'un acide est très, très faible, alors c'est un acide qui a un pH qui est très, très près de 7. On ne dira pas, par exemple, que c'est une solution qui a un pH qui est très, très près de 11 ou de 12, parce que là, nous sommes du côté des bases. C'est la notation que j'ai ici sur mes feuilles. Ensuite, OK, ça vous avez compris. Hein? J'ai mentionné aussi que c'était une fonction logarithmique, donc c'est des fois 10 qu'il faut toujours considérer. Ensuite, on peut utiliser, je l'ai mentionné tantôt, le terme basique ou alcaline. Alors, il faut savoir que c'est synonyme. Pardon. Ensuite, ce concept-là aussi, la notion d'échelle de pH, peut être lié aux réactions chimiques de neutralisation acido-basique et même avec les électrolytes, mais nous allons le voir dans quelques instants. Alors, je pense qu'on a fait le tour de l'échelle de pH. Allons maintenant voir, bon, c'est en lien, là, c'est ce que je mentionnais tantôt, les formules. Alors, on va donner quelques exemples, mais ça, si vous avez vraiment de la difficulté, retournez voir. En fait, l'acide que vous devez apprendre par cœur en ST, celui qui est le plus complexe, c'est le vinaigre, l'acide acétique, le CH3COOH. C'est le seul où nous avons le H qui est placé à la fin, simplement parce que c'est un acide organique. Et les autres ont tout simplement un hydrogène, un élément hydrogène au début, et vous avez un non-métal après, par exemple comme l'acide chlorhydrique, HCl, H2SO4, l'acide sulfurique, par exemple. Alors, j'ai de l'hydrogène, j'ai soit un non-métal ou un groupe d'atomes. Ensuite, les bases, on l'a mentionné rapidement tantôt. Alors, vous avez ici, on se souvient, un métal et suivi de OH, le radical qu'on appelle hydroxyde. Alors, ce sont les bases ou les solutions alcalines. Vous avez aussi NH4, le radical, le seul que nous avons étudié en quatrième secondaire qui formait un ion positif. Alors, l'ammonium, qui peut être suivi de OH. En fait, on a juste un composé formé de l'ammonium et de l'hydroxyde. Donc, vous avez l'hydroxyde d'ammonium. Pour ce qui est aussi de la base, on peut avoir pas la base, pardon. Dans les trois, là, on peut avoir le sel. Alors, un sel, vous allez avoir ce que j'ai mentionné tantôt, un métal ou NH4. Et vous pouvez avoir soit un non-métal avec un groupe, donc les radicaux. Là. Alors, j'avais montré tantôt le carbonate de magnésium. Alors, vous avez votre métal et vous avez votre groupe d'atomes ou votre radical. Maintenant, vous aviez, je vais juste aller voir si j'ai tout dit par rapport à ça. Donc, on peut avoir à reconnaître ou à classer les acides, les sels, les bases. On pourrait vous demander, on peut formuler toutes sortes de questions en lien avec ça. On pourrait vous donner plein de formules moléculaires et vous demander lesquelles ont un pH inférieur à 7. Alors, c'est une façon indirecte de vous demander quels sont les acides. Ou on pourrait vous demander on pourrait vous donner plein de formules, quelles sont les solutions qui ont un pH supérieur à 7.
Alors, il faudrait trouver parmi toutes les formules moléculaires les solutions qui sont basiques ou alcalines. Alors, l'échelle de pH, je pense que j'en ai parlé de long en large. J'ai tout dit par rapport à ça. Un autre concept, la notion d'ion. Alors, ce que j'ai d'annoter ici, la charge précise d'un ion monoatomique peut être déterminée à partir de sa position dans le tableau périodique. Attendez, je vais sortir mon tableau périodique. Je ne l'avais pas proche. Alors, je l'ai. Alors, ce que ça veut dire, lorsque vous avez un atome qui est seul, alors on se souvient des métaux. Un métal, vous avez, en passant en ST, on travaille seulement avec les numéros, pas les numéros, mais les éléments qui font partie des groupes A, non des groupes B, là. Elle n'est pas dans les éléments du groupe B. Alors ici, si je prends, tiens, le magnésium, on l'a pris tantôt, c'est un alcalino-terreux, il est dans la famille ou le groupe 2A. Et nous savions, pour un métal, donc pour trouver son ion à lui, alors le métal, il est donneur d'électrons et on n'oublie pas que les électrons sont négatifs. Alors, c'est comme dans la vie, quand vous vous débarrassez de pensées négatives, vous êtes plus positif. Alors, un métal va toujours former un ion positif et le numéro de sa charge sera correspondant à son numéro de famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une perte de 2 électrons. C'est ce que ça veut dire. Alors, ce que j'ai comme annoté, on nous dit qu'on peut trouver la charge d'un ion avec la position d'un élément dans le tableau périodique. Alors, si nous avons un non-métal, par exemple, je vais prendre l'oxygène. L'oxygène, dans le tableau périodique, ça, c'est sa case dans le tableau périodique. Alors, lui, c'est un élément qui fait partie de la famille 6A. Alors, chiffre romain. Alors, lui, le non-métal, c'est un receveur d'électrons, c'est un receveur de particules négatives. Alors, si vous avez des idées négatives, vous allez être principalement quelqu'un de négatif dans la vie. Et il est négatif, le truc que je vous avais donné, de 8 moins son numéro du groupe ou de sa famille. Et comme il est dans le numéro 6, alors c'est 8 moins 6, il est receveur de 2 électrons. Alors sa charge, elle est de 2 moins. Alors dans sa configuration électronique, alors ce que nous pouvons retrouver, c'est la chose suivante en lien avec la configuration électronique. Je sais qu'il y a un concept un petit peu plus loin qui va parler de la configuration électronique, mais quand même, c'est le temps d'en parler. Si vous avez le magnésium et que nous voulons sa configuration électronique, on a mentionné tantôt qu'il faisait partie de la famille 2A, un alcalino-terreux. Il y a une information importante, 2 informations, 4 informations. Le numéro de la famille, le numéro de la période, qui est la ligne horizontale, le numéro de la famille, c'est vertical. Alors, vous avez par la suite son numéro atomique, son nombre Z, qui nous donne le nombre de protons. Alors, nous, en ST, ce que nous avons appris, c'est la configuration électronique de Rutherford-Bohr. Alors, on peut aller vous demander le nombre de protons dans le noyau, ainsi que les électrons. Si vous êtes en STE et que vous écrivez le nombre de neutrons, c'est pas grave. Alors, la masse ici, pour trouver justement le nombre de neutrons, là, je m'adresse au STE, arrondissez toujours la masse à l'unité, là, même pour le chlore et le cuivre, pour calculer le nombre de neutrons. C'est simplement des transformations de grammes en mol que vous allez arrondir le chlore et le cuivre au dixième. Bref, c'était ma petite parenthèse pour le STE. Je reviens en ST. Alors, les 4 informations, c'est vous avez le numéro du groupe ou de la famille, le numéro de la période. Ensuite, le nombre Z ou le numéro atomique qui est ici, c'est le numéro 12 et la masse atomique. En fait, la masse atomique, c'est plus pour le STE. En fait, lorsque vous dessinez l'atome, la configuration électronique, qu'est-ce que nous faisons dans un premier temps? Pourquoi le numéro de la famille? Parce que lui nous donne simplement les électrons de valence. Pourquoi le numéro de la période? Le numéro de la période nous donne le nombre de couches. Alors, le numéro de la période étant 3, j'ai 3 couches électroniques. Au niveau d'énergie, c'est la même chose. Vous avez la famille 2, donc 2 électrons. C'est toujours les premiers que nous plaçons. Ensuite, vous avez au centre le nombre de protons. Le nombre de protons est donné par le numéro atomique, donc 12 protons. Si nous étions en STE, on aurait trouvé le nombre de neutrons, 24 moins 12. Maintenant, pour remplir les couches, on commence par 2,
Ensuite, on place la balance parce qu'au total, nous savons que si nous avons 12 protons, nous avons 12 électrons parce que les éléments sont électriquement neutres. Alors, la balance, c'est 8 électrons. En passant, pour la configuration électronique, j'ai une annotation qui dit que on ne vous demandera pas de faire la configuration électronique d'un élément qui dépasse le numéro atomique 20. C'est-à-dire qu'on peut se rendre jusqu'au calcium. Regardez votre tableau périodique. On peut aller jusqu'au calcium. C'est pour faire une configuration électronique. Par contre, pour reconnaître des éléments, on pourrait vous donner des configurations électroniques au-delà du calcium, au-delà du numéro atomique 20. Maintenant, pourquoi j'ai tout de suite parlé du concept de configuration électronique? C'est parce qu'on vient de parler des ions. Voyez-vous, le magnésium, si on veut voir si la configuration électronique ici, c'est vraiment celle de l'atome du magnésium et non celle de son ion, c'est que son nombre d'électrons, lorsque vous le calculez autour du noyau, doit être égal au nombre de protons. Si toutefois vous avez ceci, et reconnaissez toujours, il faut toujours reconnaître, identifier un atome ou un ion par le nombre de protons. Le nombre de protons ne change jamais, sinon on rentre dans des réactions nucléaires. Donc, nous, en ST, on est toujours dans des réactions qui sont chimiques. Alors ici, le 12 protons, n'allez pas calculer, n'allez pas regarder les électrons de valence pour identifier un élément dans le tableau périodique, parce que vous pouvez vous faire avoir. Ça peut être la configuration électronique d'un ion qu'on vous a donné. Par exemple, si je trace ici la configuration électronique de l'ion magnésium, il va manquer 2 électrons, parce qu'il est donneur de 2 électrons. Alors, si vous vous fiez aux électrons de valence, vous allez le classer comme étant un gaz inerte, parce que ce sont les gaz inertes qui ont 8 électrons sur le dernier niveau, sauf l'hélium. Alors, pour reconnaître si c'est vraiment un ion, allez voir, est-ce que son nombre de protons, qui est 12 ici, est égal à son nombre d'électrons? Alors ici, vous avez 10 électrons, ce n'est pas égal. Alors, c'est l'ion de magnésium, c'est l'ion du magnésium. À ce moment-là, qui domine? Les charges positives ou les charges négatives? Les charges positives. À ce moment-là, il est positif. De combien? Ça domine de combien? De 2. Et vous comprendrez qu'on pourrait faire la même chose, le même raisonnement, mais cette fois-ci avec un ion d'un non-métal, par exemple l'oxygène. On aurait une configuration électronique avec 2 électrons en plus sur le dernier niveau. Maintenant, est-ce que j'ai tout dit par rapport aux ions? Les ions vont être probablement liés avec les électrolytes. On n'oublie pas que les ions aussi, les solutions, les substances qui forment des ions, qui vont se dissocier en ions lorsqu'on les met dans l'eau, ce sont les acides, les bases et les sels. Bien entendu, il existe des exceptions, mais en ST, on n'ira pas jusque-là. Alors, on n'oublie pas, à ce moment-là, et vous allez voir tantôt, je vais le passer très vite, ce sont des électrolytes. Les électrolytes, ce sont des substances qui, en solution dans l'eau, lorsque nous sommes capables de les dissoudre dans l'eau, donnent des ions. Et à ce moment-là, ça permet le passage du courant électrique. Allons vers un autre concept, la conductibilité électrique. Ce que j'ai d'annoter, j'ai toujours l'annotation. Oui, en passant, j'ai oublié une petite chose par rapport aux ions, ce qui est annoté. Ce que j'ai d'annoter, pardon. Alors, par rapport aux ions, ce que j'ai d'annoter, c'est la chose suivante. Oups, il y a un petit peu de difficulté. Bon, c'est qu'on me dit que, à titre d'exemple, ce concept peut être évalué conjointement avec ceux de famille et période du tableau périodique et de conductibilité électrique. Donc, lorsqu'on parle d'ions, s'il y a des ions présents dans une solution, on pense conductibilité électrique. Si on pense conductibilité électrique, alors nous pensons électrolyte. Et si nous pensons électrolyte, nous pensons solution acide, basique ou saline. Et lorsqu'on dit aussi qu'il peut être évalué conjointement avec les familles, c'est ce que je viens de vous expliquer. Si vous avez un métal, le numéro de la famille nous donne sa charge à l'ion métallique.
Et que si vous avez un non-métal, c'est 8 moins le numéro de sa famille. J'ai marqué le numéro du groupe, mais c'est la famille. Donc 8 moins 6 qui nous donne la charge de l'ion. Passons à un autre concept. Donc, ils sont tous annotés. Je vous le répète, je m'excuse, mais la capsule elle va être un peu plus longue, mais je suis vraiment avec les concepts ciblés en vue de l'examen. Alors, la conductibilité électrique, ce que j'ai comme information, on dit que la conductibilité électrique d'une solution est possible s'il y a formation d'ions mobiles. On n'oublie pas nos 3 conditions que nous avons étudiées dans l'année. Alors, mobilité des charges. Qu'est-ce qui amène la mobilité des charges? Il faut être capable de dissoudre. Alors, il ne faut surtout pas avoir une poudre. Alors, je vous montre un exemple. Lorsque nous avons une annotation de ce type-là, regardez. Le NaCl, nous savons que c'est un sel. Alors, on pourrait dire que c'est un électrolyte. La conductibilité électrique fonctionne. Mais si on vous dit dans l'énoncé de la question qu'il est à l'état solide ou en poudre, nous n'avons pas à ce moment-là les ions mobiles. Pour avoir les ions mobiles, il faut que notre NaCl soit en solution dans l'eau, c'est-à-dire que l'état, il est aqueux à ce moment-là. Donc, il faut bien faire attention avec cela. Alors, les ions mobiles, lors de la dissolution d'un électrolyte ou un soluté, donc si on met notre électrolyte, on n'oublie pas les acides, les bases, les sels. Alors, c'est bien beau d'avoir ces substances-là, hein, mais il faut qu'elles soient en solution pour avoir la possibilité du passage du courant électrique. L'autre annotation, on dit que l'élève peut avoir à identifier les solutions qui conduisent le courant électrique à partir de la formule moléculaire. J'en ai parlé tantôt. Alors, on a passé... à titre d'exemple, ce concept peut être évalué conjointement aussi avec ceux d'échelle pH et d'ion. Alors, on pourrait vous demander, par exemple, comme je l'ai mentionné tantôt, on pourrait vous donner plein de formules moléculaires et classer, trouver le pH, comme par exemple les sels. Un sel, c'est neutre. Alors, le pH égale à 7. Il y a des exceptions, mais on ne les voit pas en ST. Ensuite, allons vers un autre concept, les électrolytes. Bien, je viens de tout simplement en parler, là. Les électrolytes, on se souvient, les acides, les bases, les solutions salines. On n'oublie pas que synonyme de basique, c'est alcalin, alcaline, une solution alcaline. On n'oublie pas que ça permet le passage du courant électrique, parce qu'il y a les ions, ça nous fournit des ions. Un exemple, je ne pense pas que le ministère aille jusque-là, mais si j'ai de l'acide chlorhydrique, par exemple, en solution aqueuse, ça nous donne l'ion H+, et l'ion Cl-. Je vais aller lire les annotations. Alors, qu'est-ce qu'on dit au niveau des électrolytes? Je vous dis ça dans quelques instants. Alors, les électrolytes, je pense qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Là. C'est bon. C'est ça. Donc, les électrolytes, là, c'est lié simplement avec toute la notion là, de pH, etc. Donc, c'est ça. OK. Allons vers un autre concept. C'est vraiment, là, je cible vraiment. Les réactions chimiques de combustion. La combustion est une réaction chimique, ce n'est pas un phénomène physique. Alors, on n'oublie pas notre fameux triangle de feu. Alors, on travaille sur 3 éléments. Donc, pour avoir possibilité d'avoir une combustion. Puis une combustion, on va voir les 3 types de combustion. Alors, ce que j'ai d'annoter, il faut retrouver dans le triangle de feu le comburant. Nous, sur Terre, c'est principalement l'oxygène. Il maintient la combustion. On peut avoir une mise en situation qui nous dit, par exemple, de fermer les fenêtres lorsqu'il y a un feu. C'est pour ne pas alimenter le feu avec, justement, l'air qui contient de l'oxygène. On pourrait vous demander d'étouffer le feu avec une couverture. Encore là, on joue sur le comburant. Par contre, si dans un feu, par exemple, de pneus usés, on amène une grue qui enlève les pneus, on joue sur le combustible. Alors, le combustible, c'est ce qui brûle.
Les points, en fait, le ministère va utiliser le point d'ignition. Dans certaines maisons d'édition, on parle de température d'ignition. C'est une propriété caractéristique. Hein? On a des matières qui ont un point d'ignition, vraiment, c'est la chaleur que ça prend pour qu'elles puissent prendre en feu. Alors, c'est vraiment une propriété caractéristique. Alors, le point d'ignition est lié avec chaleur. Alors, si vous donnez juste la chaleur, que lorsque vous frottez vos mains, par exemple, ça génère de la chaleur. Si vous approchez vos mains près d'une chandelle, vous savez qu'elle n'allumera pas. Donc, vous n'avez pas atteint son point d'ignition. Par contre, si vous amenez une allumette qui est allumée près de la paraffine, près de la cire, eh bien là, vous allez atteindre le point d'ignition. Vous allez allumer la chandelle. Alors, on n'oublie pas que ça prend, donc ça prend ces trois informations, donc pour avoir un feu. Et on pourrait vous faire des mises en situation. Pour la chaleur, par exemple, pour le point d'ignition, on peut arroser le brasier avec de l'eau. Alors, on joue sur le point d'ignition à ce moment-là. Le combustible, on peut l'enlever, tout simplement enlever la source qui prend feu. Pardon, si on enlève les gallons de gaz, par exemple. Le comburant, c'est principalement l'oxygène en ST. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à la combustion? Le point d'ignition est une propriété caractéristique associée à une substance donnée. Il demeure toujours le même dans certains cas. Il peut être plus difficile à atteindre. Par exemple, lorsque le bois est mouillé, on sait que le bois sec va prendre plus rapidement, c'est plus facile, donc ça prend moins de chaleur pour le faire brûler, tandis que le bois qui est mouillé, le point d'ignition, la température d'ignition, il faudrait qu'elle soit différente. Les différents types de combustion. Alors, nous avons les combustions qui sont vives. Ça, c'est important, je l'ai annoté. Par exemple, un feu de bois, une explosion d'une dynamite, la bougie qui brûle, un feu d'artifice. Donc, ce sont des combustions très vives. Ensuite, les combustions spontanées, lorsque vous allez mettre de l'essence, par exemple, juste une étincelle. Peut allumer du gaz qui est à l'état gazeux. Donc, un camion-citerne, par exemple, qui prend feu à la suite d'un choc. Donc, c'est spontané. Donc, c'est une combustion spontanée. Ça, ici, ça pourrait être, on nous dit que les différents types de combustion peuvent être considérés donc dans l'épreuve. Alors, c'est pour ça qu'il faut les différencier. Nous avons les combustions lentes. Ça, c'est tout ce qui est la respiration. On a vu la photosynthèse, on va la voir tantôt. L'inverse de la photosynthèse, c'est la respiration. Donc, la respiration, c'est une combustion lente. Il y a de l'oxygène du côté des réactifs. La corrosion aussi. Le fer, par exemple, nous en STE, c'est plus l'oxydation. On parle de plus d'oxydation. Donc, la corrosion des métaux. Donc, les métaux qui vont rouiller, ça se fait lentement, mais c'est quand même un type de combustion. On pourrait vous demander de les classer. On pourrait vous demander de les identifier. Ça pourrait être un très beau choix de réponse ici. On dit aussi que ce concept-là, dans la notation que j'ai, pourrait être évalué conjointement avec le cycle du carbone et l'effet de serre. Alors, on n'oublie pas, si nous avons par exemple la combustion d'un hydrocarbure, qui fait partie de la lithosphère, alors il va avoir du côté des produits, ce qui va être formé, c'est du CO2. Donc, une combustion, ça peut aussi augmenter les gaz à effet de serre. Donc, on continue les petits concepts qui ont vraiment été ciblés. Photosynthèse, j'en ai mentionné ça. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'il faut apprendre par cœur dans le compliqué. Là. En tout cas, si vous jugez que l'équation de la photosynthèse est compliquée, du moins, il faut l'apprendre par cœur. Même chose pour l'acide acétique, le vinaigre, c'est H3COH que je vous ai demandé d'apprendre par cœur. La photosynthèse, il faut l'apprendre par cœur. Et une fois que nous l'avons par cœur dans notre cerveau, la respiration, c'est l'inverse. Alors, nos produits vont devenir nos réactifs et vice-versa. Alors, vous remarquez que la plante, elle prend la photo. Donc, dans l'univers Terre-Espace, nous en avions parlé. La photosynthèse, ce que j'ai d'annoter, c'est que ça va être lié avec le cycle du carbone et l'effet de serre dans l'examen. Alors, la plante utilise le CO2, on le voit très bien, donc c'est un rappel que je vais faire très, très vite. Alors, le cycle, c'est qu'elle le prend, ce carbone-là,
à partir du CO2 qui est dans l'atmosphère ou dans l'hydrosphère qui est dans l'eau, parce qu'il y a quand même des plantes aquatiques. Et regardez sous quelle forme il se retrouve. Il se retrouve sous forme de sucre. Et les animaux en mangent et ainsi de suite. Alors, le cycle du carbone se fait de cette manière-là. Et la respiration, qui est l'inverse de la photosynthèse, voyez-vous, les produits sont devenus les réactifs pour la respiration. Alors, nous, les humains, on brûle notre sucre hein, avec de l'oxygène. Voyez-vous, la respiration, c'est une combustion lente. En fait, à chaque fois qu'on respire, c'est un peu comme si on mourait à petit feu, hein, parce que c'est une combustion lente. Mais c'est juste une image. Alors, vous avez ici le carbone qui va se retrouver. Donc, vous avez le sucre que vous consommez, pardon, pas que vous, que vous brûlez. Alors, vous avez, à ce moment-là, lors de cette combustion-là, on expire du CO2 que nous retournons dans l'air. Alors, les végétaux aussi respirent, on n'oublie pas ça. On va passer vite parce que c'est quand même l'univers Terre-Espace. Réaction de neutralisation acido-basique, où les réactions, c'est des réactions chimiques, on n'oublie pas, hein, c'est chimique au bout. Alors, qu'est-ce que j'ai d'annoter? On nous dit que pour déterminer le pH des solutions impliquées dans une réaction de neutralisation acido-basique, une charte de couleurs de différents indicateurs peut être fournie. Par comparaison de couleurs, autrement dit, on peut déterminer si nous avons un acide ou une base. En fait, comment on peut formuler une question en lien avec la neutralisation? C'est qu'on pourrait vous donner une substance. Exemple, celle-ci, H2SO4. Et on pourrait vous demander laquelle peut servir à neutraliser cette substance. Alors, qu'est-ce qu'il faut déduire? Il faut déduire que celle-ci, elle est acide. Donc, il faudra la neutraliser avec une solution qui est basique, par exemple du NaOH. Alors, voyez-vous que l'importance ou du MgOH2, hein, qui est une base. Donc, ici, c'est une base, ici, c'est un acide, ici, c'est un sel. Alors, voyez-vous la réaction de neutralisation? Oui, retenir la réaction générale. Alors, vous avez toujours qu'un acide qui va réagir avec une base. Donc, on pourrait vous demander de reconnaître dans un choix de réponse une réaction de neutralisation acido-basique. Alors, voyez-vous, il faut être capable, avec les formules moléculaires, de trouver c'est quoi un acide, c'est quoi une base. Et on sait que ça donne toujours un sel. Donc, voyez-vous, il faut être capable de reconnaître le sel et de l'eau. Alors, ça, il faut connaître ça par cœur, la forme générale de la réaction chimique d'une neutralisation. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme annotation? Alors ici, reconnaître la formule moléculaire d'un acide, ça va, ou d'une base ou d'un sel. On l'a mentionné tantôt, c'est ce qu'on m'indique. Le pouvoir neutralisant d'un acide fort par rapport à celui d'un acide faible. OK. Alors, ce qu'on pourrait vous formuler comme question, si vous avez... on n'a pas eu le temps de le faire, nous, cette année. Mais si vous avez un acide qui est fort, bon, idéalement, pour neutraliser cet acide-là, ça nous prend une base qui est à peu près la même, qui est forte elle aussi, qui va être forte. Pourquoi? Si vous avez un acide fort que vous devez neutraliser avec une base faible, ouf, ça va prendre énormément de bases. Alors, ce n'est pas souhaitable. Alors, normalement, on utilise toujours la solution neutralisante qui est à peu près de même force que la solution à neutraliser. Donc, c'est ça que je comprends par la notation. Même chose, si vous avez une base faible, donc un pH qui est très près du 7, entre le 7 et le 14, mais plus près du 7, donc un pH de 8, et qu'on vous demande de neutraliser cette base-là, eh bien, on n'ira pas la neutraliser avec un acide super, super, super fort. On va y aller avec un acide qui va être faible lui aussi. Donc, c'est pour avoir plus de précision lors du titrage, lors de la neutralisation. Est-ce qu'il y a d'autres choses à noter? On dit que bon, vous devez être capable d'identifier la substance neutralisante à partir de la formule. C'est ce que je vous ai mentionné tantôt. C'est très important, les formules cette année. Alors, si je vous dis que vous avez du H2SO4, et que vous devez le neutraliser. Mais je ne vous dis pas c'est quoi ça. Alors, vous allez rater votre question si vous n'êtes pas capable de dire que c'est un acide. Et si vous avez un choix parmi plein de formules moléculaires, ben, si vous avez du NaOH,
avec du NaCl, etc., ben, il va falloir être capable de reconnaître la base. Donc, je pense qu'on a fait le tour. C'est ça. Donc, il peut être évalué aussi par rapport à l'échelle de pH. Allons vers l'autre concept. Nous sommes rendus à 44 minutes, on ne se décourage pas. C'est quand même en rafale, là. Ça vous donne une très bonne vision globale. C'est vraiment un bon focus. Bon, pouvoir neutralisant d'un acide fort par rapport à celui d'un acide faible ou d'une base forte par rapport à une base faible, je viens de l'expliquer. En passant, ce petit document-là que je complète, vous pouvez le retrouver sur mon site internet patioscience.com. Vous pouvez en fait annoter là, ce document-là que vous allez retrouver. Vous pouvez annoter ce que j'ai inscrit, mais vous pouvez aussi le compléter. J'ai donné un exemple. Voyez-vous, ça c'est vraiment si on vous donnait une réaction de neutralisation, il faut reconnaître ici que c'est l'acide. Regardez, c'est l'acide. Ici, c'est la base, voyez-vous. Ici, c'est le sel. Ici, c'est l'eau. Donc, ça, il faut vraiment être en mesure, il faut être vraiment capable d'identifier avec les formules. C'est très, très, très important. Alors, ici, donc, je ne sais pas si elle est équilibrée, je n'avais pas vérifié. Oui, elle semble équilibrée. 5, 4, 5, elle n'est pas équilibrée, mais en tout cas, bref, c'était juste pour vous montrer au niveau de reconnaître les substances. Vous pouvez vous amuser peut-être à l'équilibrer. Ici, j'ai, en fait, est-ce que je suis dans l'onglet? Ah, excusez, j'étais dans l'onglet balancement d'équations, je suis allé trop vite. OK, le balancement d'équations chimiques. Qu'est-ce que j'ai d'annoter? Tout balancement d'équations doit être représenté sous sa forme la plus simple. OK, alors ça ici, je vais effacer, je vais quand même vous l'équilibrer. Je vais vous aider à l'équilibrer. Alors, la forme la plus simple, c'est la suivante. En passant, correctement, il ne doit pas contenir des coefficients entiers naturels. Alors, les coefficients que vous allez placer, attention, là, il faut qu'ils soient le plus simplifiés possible. Je vais vous le montrer avec cette équation. Par contre, je vous le montre avec cette équation-là, mais ce que j'ai à noter ici, c'est qu'on ne vous demandera pas d'en équilibrer avec des groupes d'atomes. Mais on pourrait vous demander de vérifier si elle est équilibrée en choix de réponse, par exemple. Alors, supposons que c'est un choix de réponse. Celle-ci, est-ce qu'elle est équilibrée? Alors, vérifions. Nous avons 2 atomes d'hydrogène. Attention, dans la parenthèse, le 2 va aller se multiplier avec le 1 de l'hydrogène. Alors, j'en ai 2 fois 1, 2. Au total, du côté des réactifs, j'ai 2 hydrogènes. Allons voir le soufre. 1, donc 1 soufre. Allons voir l'oxygène. 4 plus, attention, 2 fois 1. Donc 4 plus 2, 6 oxygènes. 6 atomes d'oxygène. Le magnésium, 1. Allons voir de l'autre côté si nous avons le même nombre. Pour H, 2. Donc 2H, ça fonctionne. Pour le soufre, 1 soufre. Ça fonctionne. L'oxygène, 4. Oups, plus 1. J'en ai 5. Ça ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas équilibré, cette équation-là. Alors ça, je vous montre qu'en fait, l'équation, on ne vous demandera pas d'équilibrer une équation en ST. En STE, on pourrait vous le demander, mais pas en ST, avec des ions polyatomiques. Alors ici, l'ion polyatomique, c'est l'hydroxyde. Alors, on ne vous demandera pas de faire ça, mais on pourrait vous demander, on pourrait vous donner une équation avec un ion polyatomique et vous demander, est-ce qu'elle est équilibrée? OK? OK. Alors, en même temps, ce qu'on me dit, ce qui est à noter, c'est que le concept d'équation équilibrée, de balancement d'équation, équilibrer une équation peut être évalué conjointement avec celui de réaction de neutralisation acido-basique. Donc, on pourrait vous donner une réaction, ça en est une réaction de neutralisation, donc une réaction de neutralisation acido-basique. Alors, on pourrait vous en donner une qui n'est pas balancée et vous avez à la balancer. Maintenant, essayons de la balancer, même si elle a un ion polyatomique, c'est pas grave. Alors, on a vu que c'est pas balancé au niveau des ions oxygène. Alors, ce que je pourrais faire, c'est d'ajouter peut-être un 2 ici. Alors là, je me retrouve avec 4 plus 2, mais j'ai brisé le nombre d'atomes d'hydrogène. Alors, je vais voir si je fais tourner en rond ici.
Alors, l'hydrogène, maintenant, j'en ai 4. J'en avais... oups, tantôt, je m'étais trompée. C'est vrai, on en avait 4. Excusez. On avait... oups, hein, la fin de l'année est presque arrivée. J'en avais 2 ici. J'avais oublié ces 2-là. Je m'en excuse. Alors ici, finalement, ben, c'est ça. Elle est déjà équilibrée. Si nous mettons le 2 devant, nous avons 2 fois 2. Alors, les coefficients se multiplient avec les indices. Et ici, nous avions 4 hydrogènes. Maintenant, l'oxygène est équilibré aussi. Alors, bon, ce que je vais vous montrer, c'est que cette équation-là, je vais effacer un petit peu. Elle est équilibrée lorsque nous avons un 2. Mais on aurait pu avoir un 2 ici, un 2 ici, un 2 ici et un 4. Vérifiez par vous-même, elle est équilibrée. Mais ça, le ministère ne veut pas ça. Alors, il faut simplifier. OK? Il faut simplifier. Il faut simplifier. Il faut simplifier si nous sommes capables. Il faut que, en fait, chacun des coefficients se divise par la même chose. À l'inverse, il ne veut pas ceci. Alors, si vous avez, par exemple, 1, une demi, bon, là, je m'en vais dans l'exagéré, une demi, une demi. Il ne veut pas de fraction. Alors, si jamais vous équilibrez, hein, je vous avais montré un truc, si jamais vous équilibrez puis ça vous donne des fractions, vous avez le droit, mais il faut faire fois, mettons, ici, je pourrais faire fois 2 à tout le monde pour me débarrasser du dénominateur. J'ai une autre équation ici que je peux équilibrer. Souvent, ça revient les combustions d'hydrocarbures, c'est du méthane ici, qui brûle. Alors encore là, c'est lié avec le cycle du carbone, on peut le voir. Hein? Le CH4, qui est un gaz naturel, qui vient de la lithosphère, alors va se retrouver dans l'atmosphère. Alors ici, je peux commencer par équilibrer la molécule la plus compliquée, CH4. J'ai un atome de carbone du côté des réactifs, même chose du côté des produits. L'hydrogène, 4. Alors, si j'en veux 4, 2 fois quoi donne 4, 2, 2 fois 2. Et l'oxygène, j'en ai 2 ici, 2 fois 1, donc 2, j'en ai 4 du côté des produits, il m'en manque 2. Alors ça, on pourrait, cette équation-là, vous voyez, il n'y a pas d'ion polyatomique, donc on pourrait vous demander de balancer ou d'équilibrer ce type d'équation. Je pense que j'ai fait le tour. On continue dans un autre concept. Oh, la loi de la conservation de la masse. Attention, le STE. Pas de stoichiométrie, pas de compliquez-vous pas la vie. Il n'y a pas de règle de 3 à faire. C'est simplement une masse qu'on pourrait qu'on peut vous donner. En fait, comment on reconnaît la loi de la conservation de la masse ou de la matière? C'est la même chose. Regardez cette équation-là. OK, elle est déjà équilibrée, elle est donnée. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4 réactifs et produits au total. OK? 4 substances. Alors, ce que nous allons vous donner, par exemple, on pourrait vous donner, on pourrait vous donner sur ces 4 substances-là, 3 masses seulement. Exemple, j'ai 32 grammes ici, supposons. Ensuite, je ne sais pas, moi, on pourrait vous donner, exemple, pour l'oxygène, on pourrait vous dire que nous avons 128 grammes. On pourrait vous demander de trouver la masse du CO2, sachant que nous avons 160, pardon, pas 160, là, mais je vais juste faire un petit calcul quand même qui va respecter... donc, si nous avons, par exemple, 72 grammes d'eau. Bon. Alors là, faites attention, là, les STE. Là. Les STE, aussitôt qu'on voit une équation, n'importe quel effet de la stoichio, là. Non, 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 non. Ça, c'est juste des petits plus puis des égales, là. C'est des petites maths du primaire, en fait. Donc, vous avez simplement à trouver du côté des réactifs, qu'est-ce que ça vous donne lorsque vous additionnez vos deux masses. Et ça, ben, mon inconnu, là, c'est la masse d'un des produits, mais je pourrais avoir aussi comme inconnu la masse d'un des réactifs, là. On s'entend, là. Alors ici, tout simplement, le 160 moins le 72. Montrez votre calcul qui amène simplement au résultat. Donc, on voit que c'est 88 plus 72 qui va donner. Donc, l'inconnu était 88 grammes
simplement. Compliquez-vous pas la vie, mais vraiment pas, là. J'avais-tu d'autres annotations concernant la loi? Attendez que je regarde mes documents. Il n'est ni nécessaire ni souhaitable que l'élève de l'option STE utilise la stoichiométrie. Parce que ça se fait en passant hein, par la stoichiométrie. Vous allez passer par Montréal pour aller à Québec. Vous allez perdre du temps comme ça se peut pas. Vous n'avez pas besoin de faire de la stoichiométrie pour vérifier la loi de la conservation de la masse, car bon, c'est ça, car sa réponse pourrait alors différer légèrement de celle attendue. Donc, si c'est un choix de réponse, par exemple, vous allez pas arriver pile sur la réponse parce qu'avec la stoichiométrie, on fait des arrondis là, avec nos masses atomiques, etc. Donc, bref, là, allez dans le 5. Tantôt, j'avais parlé du modèle atomique Rutherford-Bohr. On dit que les élèves n'ont pas besoin de montrer les neutrons, hein? Vous ne perdrez pas de points. Nous sommes vraiment avec le ST. Donc, on ne vous enlèvera pas de points, même si votre nombre de neutrons n'est pas correct. Je vous l'ai mentionné tantôt. On ne vous demandera pas la configuration électronique des éléments qui dépassent le calcium. Ça veut dire le numéro atomique 20, là. On vous dit que, par contre, dans la section A, ça veut dire les choix de réponse, on peut vous demander de reconnaître si un atome avec la configuration électronique d'un atome qui est au-delà de 20 comme numéro atomique. Donc, ça, et aussi, c'est sûr que la configuration électronique, elle est intimement liée avec la notion de famille, numéro de la période, numéro de la famille. Donc, tout ça est lié. Alors, je vais juste faire un rappel des cases. Comme je l'ai mentionné tantôt, bon, si nous allons au calcium, il y a 4 informations qu'il faut aller chercher dans le tableau périodique. Vous avez le tableau périodique. Alors, le calcium, pour le ST, le nom il est déjà inscrit, donc prenez le temps de regarder. Il y a une information qui est donnée, c'est sa masse qui est 40,08. Vous avez au-dessus son numéro atomique qui est 20. Vous avez le numéro de la famille, il fait partie des alcalino terreux. Alors, en passant aussi, les éléments d'une même famille ont le même nombre d'électrons de valence. C'est pour ça qu'ils ont des propriétés qui sont semblables. Vous avez le numéro de la période. Alors, pour le calcium, c'est la ligne horizontale, c'est 4. Lorsque vous avez, en fait, je dis 4 informations, la quatrième, c'est ça ici, c'est plus pour le STE. Mais avec ceci, nous sommes en mesure de faire la configuration électronique. Alors, la configuration électronique, le numéro de la période, on va dessiner notre atome avec son noyau. Alors, le numéro de la période nous donne 1, 2, 3, 4, les niveaux d'énergie ou les couches électroniques. Ensuite, le 20 ici, le numéro atomique nous dit que nous avons 20 protons. C'est le nombre Z. C'est un atome, s'il est neutre, nous avons 20 électrons. À placer sur les 4 couches. Nous plaçons toujours les électrons de valence, les électrons sur le dernier niveau. Alors, c'est le numéro de la famille, ça nous dit que nous avons 2 électrons. Et nous plaçons toujours, attention, on ne veut pas plus que le calcium, alors on retient par cœur que sur le premier niveau, c'est 2 électrons au max, alors on le met, on n'a pas dépassé le 20. Sur le deuxième niveau, apprenez-le par cœur, ceux qui ne se souviennent plus de la petite formule qui était 2 fois n au carré, où n était le numéro du niveau, hein, niveau 1, 2, 3, 4. Alors, vous avez 8 électrons au maximum que vous pouvez placer sur le deuxième niveau. Et comme on ne va pas plus loin, là, donc on n'a pas besoin de savoir sur le troisième niveau combien on peut placer, on n'ira pas plus loin que le calcium. Alors, c'est la balance. Hein, j'ai 10 plus 2, donc il m'en manque 8 à placer. Et voilà, c'est la balance que nous plaçons sur l'avant-dernier. Et je rappelle ce que j'ai mentionné tantôt. Toujours regarder le numéro atomique pour identifier l'atome dans le tableau périodique. Maintenant, est-ce qu'il y avait d'autres choses à noter? C'est long, l'univers matériel, mais il y a 13 questions aussi là-dessus. Là. Bon. Bon, là, les familles, les périodes du tableau périodique, ça peut être lié. On dit que, bon, il faut les identifier, hein, vos 4 familles. Donc, un A, vous avez les alcalins, toutes les propriétés. Allez relire ça dans vos notes. Les alcalins sont des métaux mous. Hein, on peut facilement les couper avec un couteau. Ce sont des métaux, donc ils ont tous
Les propriétés des métaux. Donc, allez voir vos propriétés des métaux. Éclat métallique, bon conducteur d'électricité, bon conducteur thermique. Donc, vous avez en techno, on va voir que les métaux sont ductiles, malléables. Ductiles, on peut faire des fils. Malléables, on peut les forger, on peut faire des feuilles. Donc, c'est très important, les alcalins. On sait qu'ils réagissent violemment avec l'eau. Donc, si on retient ce qu'il y a de plus traumatisant des alcalins. Et attention, l'hydrogène qui est placé dans la même ligne verticale, donc avec les alcalins, n'est pas un alcalin. Bien entendu, ça commence au lithium, le sodium, le potassium, etc. La famille 2A, hein, on les retrouve dans la croûte terrestre, ceux-là, on les appelle les alcalinos. Donc, reconnaître leur position, donc les alcalinos terreux, donc on les retrouve dans la famille 2A. Ils ont toutes les propriétés des métaux, ce sont des métaux. Donc, les alcalinos terreux, il faut être capable de les identifier. Donc, vous avez le beryllium, magnésium, calcium, etc. Donc, éclats métalliques sont plus durs que les alcalins. La troisième famille que vous devez apprendre par cœur le nom, les halogènes, là, nous sommes rendus à la famille 7A, les non-métaux, donc les halogènes. Alors, les halogènes, de bons désinfectants, très réactifs, corrosifs. On peut les utiliser dans le domaine au niveau pharmacie, faire des solutions pour désinfecter, le fluor, par exemple, dans la fabrication des dentifrices, etc. Donc, on retient que ce sont des non-métaux qui sont vraiment réactifs, très réactifs. C'est des générateurs de sel lorsqu'ils vont se lier. C'est en fait ce que ça veut dire, halogène. Des générateurs de sel lorsqu'ils vont se lier, par exemple, avec un alcalin, hein, le NaCl, c'est du sel de table. Ensuite, vous avez les gaz inertes. Attention, l'exception pour la configuration électronique, l'hélium. L'hélium, sa configuration électronique, il y a juste un niveau, il y a juste 2 électrons à placer. Hein? C'est le numéro atomique 2, donc 2 protons. Alors, il est sur la première période. Faites attention, c'est le seul qui n'a pas 8 électrons sur son dernier niveau. Alors, les gaz, le ministère va utiliser le mot gaz inerte et non stable, rare ou noble, mais ce sont des synonymes de gaz inerte. Alors, inertie chimique, ils réagissent pas avec les autres éléments. Maintenant, est-ce que j'ai tout dit par rapport aux familles? Juste pour revenir dans les halogènes, on se souvient qu'on peut les utiliser aussi comme milieu gazeux dans les lampes halogènes. Les gaz inertes, l'hélium, on peut gonfler des ballons qui vont avoir une masse volumique dans le cas de l'hélium, qui est inférieure à celle de l'air. Donc, c'est pour ça que les ballons vont flotter. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande d'autre? Donc, d'être capable de les identifier. Pour les autres familles chimiques, ben, on les nomme par leur nom. Exemple, la famille de l'oxygène, elle n'a pas de nom. On la nomme par le nom du premier élément dans la famille, donc la famille de l'oxygène. La famille du carbone aussi, elle n'a pas de nom particulier, c'est ce qu'on a d'annoter. Bon, le ministère vous donne les 2 façons d'écrire les chiffres arabes, 1 jusqu'à 18, ou les chiffres romains. Moi, pour les numéros de famille, je vais avec les chiffres romains. Ensuite, on vous dit qu'il y a des synonymes pour les gaz inertes, mais qu'il va utiliser les gaz inertes. On dit que l'étude du tableau périodique ne se limite pas qu'aux 20 ou 36 premiers éléments. Donc, lorsque vous avez à étudier le tableau périodique, il peut aller au-delà des 36 premiers éléments. Par ailleurs, vous n'êtes pas tenu de connaître le nom associé au symbole de chaque élément. Bon, ça va, de toute façon, on vous le donne. Bon, c'est tout. Allons à un autre concept. Le numéro de la période, nous l'avons dit, ça nous donne le nombre de couches. On l'a dit tantôt lorsqu'on a montré un exemple. Le nombre de couches ou de niveaux. Alors, il faut l'apprendre par cœur. Et donc de couches électroniques ou de niveau énergétique. On arrive à la charge électrique. La charge électrique, attention, la notion d'attraction. Attraction, ça c'est souvent lié
avec des phénomènes d'électricité statique qu'on va voir tantôt. Vous avez la notion de répulsion. Alors, la notion d'attraction, la notion de répulsion. Attraction veut dire que ça s'attire. Donc, ça s'attire. Et répulsion se repousse. Et nous avions, ça je vais aller vite, nous avions en fait que les charges de signes opposés, nous avons de l'attraction. Donc, ça tire. Donc, attraction. Et les charges du même signe, plus ou moins, nous avons répulsion. Et aussi, lorsqu'on parle d'électricité statique, mais nous allons en parler dans pas long, c'est seulement les charges négatives qui se déplacent. Donc, c'est les électrons. Charge, ça, retenez ça. Vous pouvez avoir une question, cherchez l'erreur. Donc, charge négative. Donc, c'est la charge négative qui se déplace et non les protons, non les charges positives. Très important. Alors, on peut vous donner des substances qui ont été chargées. On pourrait vous donner une partie de la série électrostatique. On pourrait vous demander, on pourrait vous indiquer comment elle fonctionne. Parce que dépendamment de la série électrostatique, elle fonctionne, faut nous guider pour savoir comment elle fonctionne. Alors, si je vais voir les annotations, c'est ce qu'on vous dit. Donc, signe contraire, même signe. Bon, donc, il faut vraiment retenir ça. À titre d'exemple, ce concept peut être évalué avec l'électricité statique. Bon, l'électricité statique, je le répète, seulement les charges négatives, donc les électrons qui se déplacent. Donc, c'est les charges négatives qui se déplacent, on va le mettre au pluriel. Donc, OK. Alors, ça ici, on pourrait avoir une déduction. On pourrait avoir une bille A, une bille B. On pourrait vous dire, on voit qu'il y a une répulsion, mais on pourrait vous donner juste le signe de B, de A, par exemple. Alors, vous déduisez que B, il est positif lui aussi. Donc, c'est un jeu. Bien souvent, cette question-là va être, on se sert de son gros bon sens. On pourrait aussi vous montrer, on pourrait vous dire qu'une substance, lorsqu'elle est frottée, donc avant d'être frottée, elle est électriquement neutre. Avec la série électrostatique, on pourrait vous dire qu'elle devient positive. Donc, si elle devient positive, ça veut dire qu'elle perd des charges négatives. Ajoutez pas des charges positives à ce moment-là. C'est seulement les charges négatives qui se déplacent. Si vous voulez savoir comment fonctionne la série électrostatique, ben, pas vraiment comment elle fonctionne parce qu'on va vous guider. Là. Vous avez juste à retenir que ce sont les charges négatives qui se déplacent. Et lorsque vous avez une substance qui a un nombre de plus supérieur à un nombre de moins, elle est chargée positivement. Et à l'inverse, si la substance a un nombre de moins supérieur au nombre de plus, elle est chargée négativement. Mais ça, c'est relativement simple. Bon, ça va. On arrive à un autre concept qui va être évalué, la loi de Ohm, depuis quelques années, sur la feuille de formule, depuis 2 ans. On vous la donne de cette manière. Nous allons avoir une loi de Ohm, donc ça peut être une résistance à aller chercher. De quelle manière? Alors, avant tout, quand vous avez des formules, assurez-vous de connaître vraiment les unités qui vont dedans. Alors, la résistance, c'est le ohm, la différence de potentiel, et aussi d'apprendre c'est quoi la définition de chaque variable, c'est le volt, et l'intensité du courant, c'est le ampère. Alors ici, ce que j'ai d'annoter, concernant la loi d'Ohm, la résistance, la différence de potentiel, l'intensité du courant. En passant la différence de potentiel, le U, ça peut être aussi la tension. Le ministère peut utiliser la tension. Peut être déterminé à partir d'une relation mathématique ou d'un graphique. Qu'est-ce qu'on veut dire? Alors, vous pouvez avoir à calculer soit R, soit I, soit U, à partir de données qu'on va vous donner, tout simplement. Donc, on va vous en donner 2 sur 3. Ou bien, on pourrait vous donner un graphique. Exemple, on l'a déjà fait en classe, de la différence de potentiel en fonction de l'intensité du courant, et on pourrait vous demander de calculer la résistance. Eh bien, à ce moment-là, allez vous chercher, parce que c'est une fonction linéaire affine qui passe par le point 0,0, allez vous chercher une valeur, supposons que j'ai 10 volts. Normalement, ça va être assez précis, avec 2 ampères.
Alors, il vous suffit tout simplement d'utiliser la loi de Ohm, qui est U sur I, et d'aller chercher un U qui correspond à un I, donc 10 volts. On aurait ici l'unité en volts, l'unité en ampères, donc 10 volts sur 2 ampères. Donc, ça nous donnerait un 5 ohms. Attention ici, ceux qui ont de la difficulté en mathématiques. Alors, je vous ai dit qu'on vous donne depuis quelques années cette formule. On vous donne cette formule. On vous dit en fait que U est égal à R fois I. Mais il faut être en mesure d'isoler toutes les variables, là. Donc, si on vous demande de trouver R, c'est U sur I. Si on vous demande d'isoler le I, alors le I, je vous avais montré le petit cercle magique, ceux qui avaient de la difficulté. Donc, le I, ça va être le U sur le R. Donc, il faut connaître comment isoler, c'est la moindre des choses, ces petites variables. Le circuit électrique. Ah, ça, c'est le par cœur très bien fait hein, dans nos notes théoriques. Bon, ça, là, il faut vraiment, on va faire ça vite. Il faut vraiment reconnaître c'est quoi un circuit qui est en série. Hein? On avait vu ça de long en large. Il faut vraiment reconnaître le circuit qui est en parallèle. Et ça peut être lié aussi avec la techno, hein? Pour l'analyse techno. On pourrait vous demander d'identifier le type de circuit. Alors, on pourrait avoir plusieurs éléments. Ici, sont en parallèle. Et par la suite, ce qu'on pourrait aussi, dans un circuit électrique, on pourrait aussi vous placer l'ampèremètre, le voltmètre, donc, et de trouver l'erreur. Alors, un ampèremètre qui est bien placé sera branché en série. Alors, je vous avais donné un truc. Ah, s'il vous plaît. Donc, l'ampèremètre toujours branché en série. Le voltmètre toujours branché en parallèle. Alors, le voltmètre, si on le place en parallèle, on peut le placer en parallèle ici. Donc, on pourrait vous demander de chercher l'erreur. Exemple, j'ai l'ampèremètre ici. Oups, erreur. Alors ici, il faut barrer. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas la bonne position. C'est pas le bon branchement. Maintenant, même chose ici. On pourrait placer l'ampèremètre. On sait que le courant, en fait, ici en série, hein, il y a une autre information. Le courant, il est toujours le même. I1 égale I2. Il n'est pas séparé. Alors qu'en parallèle, il est séparé, donc il s'additionne. Alors, c'est notre par cœur. Hein? Alors ici, vous avez que, même chose pour, si j'avais à placer différentes positions, ampèremètre, voltmètre, on pourrait vous demander de chercher l'erreur. Exemple, j'ai un voltmètre ici, oups, pas bon. Le voltmètre doit être toujours branché en parallèle. Donc, je pourrais le brancher là. Je pourrais le brancher ici à la source. L'ampèremètre, on peut le brancher n'importe où, mais il faut qu'il soit branché, lui, toujours en série. Alors, il est ici. On peut le placer là. Il est en série. Une petite main avec un élément, l'autre petite main avec l'autre élément. Ça, si vous avez de la difficulté, retournez voir le cours en ligne. Est-ce que j'ai fait le tour? Électricité. Circuit électrique, ce sont les composants ayant une fonction de transformation d'énergie qui déterminent le type de circuit électrique, série ou parallèle. Les interrupteurs ne sont pas des transformateurs d'énergie. Leur positionnement détermine l'état du circuit ouvert ou fermé, et non le type de circuit. Lorsque l'interrupteur est ouvert, le courant ne circule pas. Alors, si j'ajoutais, ça c'est la notation que le ministère m'a donnée. Si j'ajoutais ici un interrupteur, alors s'il est ouvert, comme ça, là, ben, le courant ne circule pas. Par contre, si nous le fermons, alors ce qu'on veut dire aussi, c'est que l'interrupteur, ce n'est pas lui qui détermine si le circuit est en série ou en parallèle. C'est juste quelque chose de plus qu'on met dans un circuit. Alors, si nous le fermons, là, ça permet au courant de passer. Alors, on pourrait vous dessiner plein de circuits électriques, puis on pourrait vous demander qu'arrive-t-il si l'interrupteur 1 est ouvert alors que le résisteur 2, pas le résisteur, mais l'interrupteur 2 est fermé. Donc, comme par exemple, ça s'y prête mieux pour les circuits en parallèle. Exemple, nous avons 3 composants ici. On pourrait vous mettre un interrupteur ici qui est fermé, ici qui est ouvert, ici qui est ouvert.
on pourrait vous demander, bon, ben, si la source, si on allume la source, quel élément du circuit, quel composant du circuit va être actionné. Donc, on pourrait faire ça. Dans le circuit électrique, hein, la vision globale de l'univers matériel, c'est long. Circuit électrique, est-ce que j'ai d'autres annotations? Connaître les symboles, mais ça, je pense que ça va bien. Bon, on pourrait l'évaluer avec la loi de Ohm. Donc, on n'oublie pas qu'on pourrait aller chercher un I ou un U. Donc, une différence de potentiel ou un courant d'un élément pour calculer sa résistance. Donc, par exemple, si on veut calculer la résistance de ce résisteur-là, ben, on pourrait aller chercher sa différence de potentiel si elle est donnée et le courant qui passe et utiliser la loi de Ohm. Alors, c'est ce qu'on a mentionné. La relation entre puissance et énergie. Ça, c'est au niveau des unités. Faites bien attention. Alors, dans vos formules, la puissance, vous avez U fois I. La puissance, c'est des watts. Qu'est-ce qui nous donne des watts? Des volts, multipliés par, je vais mettre une ligne de correspondance parce que ce n'est pas vraiment égal. Donc, qu'est-ce qui correspond à des watts? C'est des volts multipliés par des ampères. Souvent, la puissance, entre guillemets, c'est comme une vitesse de consommation d'énergie. Alors, on va vous, donc dans la feuille de formule, est-ce que j'ai la feuille de formule? Je ne l'ai pas ici. En tout cas, bref, on va vous donner l'énergie. L'énergie, UI delta T, petit t. Alors, l'énergie électrique peut se calculer aussi avec P fois le delta T. Alors ici, ce qui est bien embêtant, là, ce sont les unités. La puissance est en watts, la différence de potentiel en volts, l'intensité du courant en ampères. L'énergie, ça, c'est en joules. Pour avoir des joules, ça prend vraiment des volts, multipliés par des ampères, multipliés par des secondes. Attention, le temps doit être en secondes. Mais l'énergie aussi, c'est des watts multipliés par des secondes. Lorsque je parlais tantôt de la puissance, lorsque vous avez une fiche dialectique ou un appareil électrique, vous pouvez regarder juste cette information-là. Ça va vous donner une bonne idée si l'appareil consomme beaucoup ou très peu d'énergie électrique. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport? Je vais juste aller lire. Ce ne sera pas long, les annotations. Relation entre la puissance, le temps et l'énergie électrique peuvent être déterminés à partir d'une relation mathématique ou d'un graphique. Encore là, on pourrait peut-être aller vous donner des informations sur un graphique. Aller chercher des informations sur un graphique. On vous dit le joule, c'est le watt, le joule, le wattheure, le kilowattheure sont des unités d'énergie. Hein? On n'oublie pas l'énergie, regardez. Le watt multiplié par des secondes, ça donne le joule. Le joule, c'est une unité d'énergie. Ce qu'on vient de vous dire, c'est que je pourrais avoir du kilowatt multiplié par des heures. Ça donne aussi une unité d'énergie. Mais je pourrais avoir aussi des heures, kilowatts multiplié par des heures, ça donne de l'énergie. Je pourrais avoir aussi, donc je fais juste revenir à ça, là. Donc, comme unité d'énergie, je pourrais avoir des kilowatts au lieu des watts multipliés par des heures. Je pourrais avoir aussi des watts multipliés par des heures. Je pourrais avoir des watts multipliés par des minutes. Je pourrais avoir des kilowatts multipliés par des secondes. Mais par contre, ce que vous avez comme unité qui correspond à des joules, c'est le watt multiplié par des secondes. Donc, l'énergie, faites attention, et sur la feuille de formule, on vous donne déjà que 1 kWh est égal à 3 600 000 joules. Fait qu'au moins, si vous avez à transformer soit des kilowattheures en joules ou des joules en kilowattheures, vous allez pouvoir faire une règle de 3. Et l'énergie, c'est souvent lié avec la consommation d'énergie. Donc, on pourrait vous donner des appareils qui consomment de l'énergie. Mais à ce moment-là, on aurait à comparer lequel de ces appareils-là est le plus énergivore ou le moins énergivore. À ce moment-là, il faut avoir des unités qu'on est capable de comparer. Alors, vous avez le choix. Vous allez tout transformer soit en kilowattheure, en watts
multiplié par des secondes, en watts multiplié par des heures, peu importe. Alors, si vous voulez comparer. OK. Aussi, ce qu'on a dit comme annotation, il peut être évalué aussi conjointement avec le rendement. Donc, le rendement énergétique, c'est que tu pourrais avoir à calculer avec cette formule-là, par exemple, l'énergie consommée par un appareil électrique. Et on pourrait vous donner l'énergie utilisée, par exemple, et calculer le rendement énergétique. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Allons un peu plus rapidement, mais nous avons déjà l'heure de dépasser. Force d'attraction et de répulsion, j'en ai parlé tantôt. Champ magnétique d'un fil parcouru par un courant. Alors là, ça va être le fil droit cette année qui va être évalué et non le solénoïde. On se souvient, et ça, le cours, j'ai même sur patiosciences.com, onglet STE, sous-onglet univers matériel, allez voir, il y a des vidéos où je vous montre de long en large, hein, la règle de la main droite, la première règle de la main droite. Alors, on n'oublie pas qu'avec la règle de la main droite pour le fil droit, on n'oublie pas que le pouce, allez pas vous mêler, là, le pouce suit le courant. Le courant. OK? Et les doigts donnent le sens des lignes de champ. Sens des lignes du champ magnétique. OK? Alors, on n'oublie pas ça. Et on n'oublie pas, parce que le ministère l'a annoté, ça se peut que tu aies une source qui est branchée à ton fil, là. Alors, mettons que c'est branché là, là. Lui, là, il ne dit pas que le courant conventionnel, on va le prendre, là, ça circule de la borne positive vers la borne négative. Alors, il faut l'apprendre par cœur, sinon tu es fait. Alors, si nous avons cela, un fil électrique qui est branché de cette manière, alors la main droite ici, qu'est-ce qu'on va faire? Le courant s'en va comme ça. Alors, nous allons placer notre main, là, vous pouvez utiliser votre crayon, mais allez voir le petit vidéo, il est vraiment bien fait. Vous allez enrouler votre main en passant derrière le fil, là, puis votre pouce va être vraiment orienté comme ça ici, parce qu'il suit le courant. Là. Votre pouce va être comme ça. Et à ce moment-là, vos doigts vont s'enrouler de telle sorte qu'ils passent derrière le fil là, et ils en viennent devant. Là. En tout cas, bref, vous pourrez aller voir le cours là-dessus. Alors ça, c'est vos doigts. My God, hein, c'est pas vraiment bien dessiné, mais en tout cas, bref, les doigts, le sens du courant, à ce moment-là, vous allez avoir que, pas du courant, pardon, du champ magnétique, de la ligne de champ. Ça fait ce sens-là. Donc, allez voir vraiment le petit cours en ligne, là, il est vraiment bien fait. Puis même, vous allez voir si on place des boussoles, donc vous allez voir le comportement de l'aiguille de la boussole. Alors ça, c'est très important. Allez voir ça, là. L'aiguille de la boussole, on sait que si vous avez un fil pour lequel il passe un courant, on pourrait vous placer différentes position de boussole. N'oubliez pas qu'une ligne de champ rentre dans un nord et sort par un sud. Alors, si vous avez ici, supposons que le courant va vers le haut, alors vous allez avoir que la ligne de champ va tourner comme ça, dans ce sens-là. Alors, si on place une boussole ici, alors elle va présenter, la ligne de champ va passer comme ça. Son sud va être ici et son nord comme ça. Alors, ce sont des boussoles qu'on pourrait vous positionner. Mais allez voir le cours ou venez en rattrapage aussi là, pour élucider ce mystère-là de la règle de la main droite pour un fil droit. Qu'est-ce qu'on me dit d'annoter? Le solénoïde ne sera pas évalué cette année, donc juste la première règle de la main droite. Utilisez votre crayon dans l'examen, n'ayez pas peur. Retenez que le courant conventionnel, c'est celui qui va être utilisé. Alors, ça circule du plus vers le moins. On peut demander à l'élève de décrire le champ magnétique à l'aide d'un schéma, des lignes de champ. Donc, voyez-vous là, on pourrait vous demander de dessiner les lignes de champ. On pourrait aussi positionner une boussole. La loi de la conservation de l'énergie, la loi de la conservation d'énergie, on dit pour désigner l'énergie non utile au fonctionnement de l'objet dans un système ouvert, non isolé. Le terme énergie dissipée est utilisé dans les épreuves, bien que d'autres termes comme énergie perdue sont utilisés. À titre d'exemple, ce concept peut être évalué avec les transformations de l'énergie. Bon. En fait, il y a une année, vous aviez une automobile
L'automobile consomme de l'énergie qui est l'essence. Donc, sa source d'énergie, elle va brûler du C8H18. Donc, ça vient de la lithosphère. C'est une ressource énergétique qui fait des gaz à effet de serre, blablabla. Mais cette énergie-là, si, c'est sûr que l'auto n'est pas dans un système fermé. Mais si on calcule toutes les formes d'énergie qui ont été utilisées, donc elle consomme cette énergie-là. Il y a de l'énergie motrice, donc pour la mettre en mouvement. Mais le moteur devient très, très chaud, donc il y a de l'énergie thermique, blablabla. Bla, bla. Il y a aussi de l'énergie qu'on va retrouver sous forme de lumière pour des témoins lumineux, etc. Si on prend toutes ces formes d'énergie-là et qu'on les additionne, ben, ça donne l'énergie qu'elle a consommée. C'est si nous avons à considérer toutes les énergies. On comprend que si nous avons un système qui est isolé, la loi de la conservation de l'énergie est respectée. Est-ce que la loi de la conservation de l'énergie, ils vont l'associer? Ils ne me l'ont pas donné. Non. Donc, souvent, elle peut être associée avec la formule Q est égal à MC delta T, mais elle n'est même pas cette formule-là sur la feuille de formule de l'examen, donc vous n'aurez pas de questions là-dessus. Donc, c'est vraiment souvent la question du gros bon sens, simplement. Est-ce qu'on peut la relier des fois au rendement? C'est pas écrit sur mon document, mais oui, on pourrait le faire. On passe à un autre. Quand même, il ne faut pas faire ça en 2 heures. Bon, le rendement énergétique. Vous avez la formule. Prenez le temps de regarder votre feuille de formule. Vous avez la formule. Moi, je vous avais dit aussi que l'énergie consommée, c'est ce qui correspond à 100%. Et l'énergie qui est utilisée par le composant correspond au rendement. Alors, vous pouvez faire tout simplement une règle de 3, rendement, mais vous l'avez. Hein? On vous donne, pour le rendement, c'est quand même l'énergie utile fois le 100% divisé par l'énergie consommée. C'est ce qui va vous donner le rendement énergétique. Attention aux mots de vocabulaire. Prenez vraiment l'énergie qui est consommée par l'appareil et ce qu'il utilise pour la transformer, cette énergie-là, soit en lumière, en chaleur, en n'importe quoi. Faites attention si vous avez des énergies perdues, dissipées. Allez pas mettre ça dans cette formule-là. Il faut toujours prendre, va falloir faire soit des additions ou des soustractions pour trouver l'énergie consommée ou l'énergie utilisée. Mais il y avait des bonnes questions dans votre duotang jaune, donc vous pouvez aller pratiquer. Ensuite, eh bien, est-ce que c'est terminé? Eh bien oui, alors c'est ça, les concepts, c'est ça la capsule pour l'univers matériel. Bonne étude, tout le monde. Vous pouvez poser vos questions sur le Facebook de Patiosciences. Vous pouvez aller voir des cours en ligne sur patiosciences.com si vous avez des notions à approfondir. Alors, bonne étude.